Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Les codes de l'immobilier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'entourage, de l'importance de l'entourage dans tout projet d'investissement immobilier, que ce soit de l'investissement locatif, que ce soit de manière beaucoup plus générale dans l'achat de votre résidence principale, en tout cas dans toute acquisition immobilière. Parce que quand on parle d'investissement immobilier, on va toujours parler des chiffres, on va parler de rendement, on va parler de loyer, on va parler de vacances locatives ou de secteur, mais on a trop tendance à oublier le facteur humain qui est, à mon sens, absolument essentiel pour la réussite de tout projet. On pense souvent que l'immobilier, quand on investit seul en tout cas, c'est un acte isolé ou c'est un acte solitaire. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, peu importe que l'on achète seul ou à plusieurs, l'immobilier, c'est toujours un travail d'équipe. C'est la force du collectif. Et malheureusement, avec le mauvais entourage, on a de grandes chances d'augmenter la probabilité d'un échec ou d'un projet moins réussi qu'avec la force du collectif. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Donc dans cet épisode, on va parler de l'entourage personnel qui influence énormément, consciemment ou inconsciemment, nos décisions en investissement immobilier. Mais on va également parler de l'entourage professionnel qui est une composante fondamentale de la réussite d'un projet immobilier mené à terme. Tout d'abord, sur l'entourage personnel, vous aurez peut-être remarqué, en tout cas moi je l'ai vraiment observé dans mon expérience personnelle, que vos proches ont souvent tendance à projeter sur vous leurs propres peurs. Réfléchissez à certains repas de famille, réfléchissez avec des discussions que vous avez pu avoir avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos oncles et tantes. Essayez d'y penser en toute conscience et vous remarquerez que vous avez forcément déjà entendu une phrase du style: «Ah mais les locataires, ils vont défoncer ton appartement. Ah mais t'as pas peur des impayés? Ah mais c'est quand même risqué d'investir dans l'immobilier, non?» Ça vous parle ce que je vous dis? Ça résonne en vous, non? Ces peurs, elles sont pas forcément projetées dans les mêmes proportions. Vous allez avoir des familles qui sont plus pro-business ou qui sont plus «pro-risque» entre guillemets, si le si je peux me permettre d'employer cette expression. Mais dans beaucoup de familles, en tout cas dans la majorité des familles qu'on va retrouver en France, les schémas familiaux qu'on va retrouver en France, on a quand même un certain nombre de peurs projetées. Et je pense d'ailleurs que, ces peurs, elles sont augmentées. Elles sont vraiment exacerbées par l'actualité qui a tendance à souvent tout dramatiser. Bien entendu, ça fera plus de clics et ça fera plus de vues de dire: «Un propriétaire, doit payer 30 000 € de travaux pour remettre en état son Airbnb suite à une réservation d'une nuitée par des jeunes». Bon, effectivement, c'est plus vendeur. Maintenant, c'est pas la majorité des situations. C'est quand même une très petite minorité des situations et des cas dans lesquels ça arrive. C'était une parenthèse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les peurs de notre entourage, en tout cas que notre entourage nous transmet consciemment ou inconsciemment, elles sont pas forcément irrationnelles. Souvent, elles sont simplement héritées de leur propre expérience. Donc, quand votre maman va vous dire: «Mais mon chéri, ma chérie, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu es sûr que tu veux investir dans l'immobilier?» C'est que sincèrement, elle s'inquiète pour vous. C'est pas pour vous empêcher de le faire. C'est pas pour vous ralentir dans votre parcours d'investisseur. C'est que profondément, elle s'inquiète pour vous et que profondément, elle vous veut du bien et elle veut que vous restiez en sécurité. Et souvent, ces mêmes parents n'ont pas investi eux-mêmes parce que leur éducation, en tout cas, je vais parler de ma génération et de la génération de mes parents, c'est une génération qui a été biberonnée à l'achat de la résidence principale, à l'adage travaille bien à l'école pour avoir un bon travail, pour avoir un bon poste, avoir un bon salaire et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Pour nos parents, en tout cas les miens, il était absolument inconcevable de gagner de l'argent autrement que par le salariat. Donc aujourd'hui, aller se créer du risque, aller se créer des emmerdes, aller se créer, de la charge mentale supplémentaire avec l'investissement immobilier, c'est absolument impensable. Est-ce qu'on doit leur en vouloir pour ça? Non. Est-ce que ça doit nous empêcher d'investir? Non. Est-ce que ça doit nous mettre des warnings? Pourquoi pas? Est-ce que ça doit être bloquant? En tout cas, non, définitivement. Souvent, ce sont des phrases qui sont héritées par leurs propres parents, qui ont un héritage qui est extrêmement sécuritaire, qui ont un héritage qui est extrêmement conservateur, qui est très prudent. On est rarement sur des familles entrepreneuses. En tout cas, on est sur des familles qui ont une aversion au risque qui est assez faible, si vous regardez bien. Alors qu'un investisseur, il accepte globalement le risque, même si le risque est extrêmement maîtrisé dans l'immobilier. Et généralement, les parents qui vont nous dire ça auront vraiment tendance à reproduire un schéma familial dans lequel le rapport à l'argent est assez tabou ou en tout cas très pudique et pour lesquels il est inenvisageable de gagner de l'argent avec l'immobilier.
Donc, notre vision de l'investissement, quand on vient au monde en tout cas, ou avec l'éducation dont on a été pourvu, elle est souvent le prolongement de notre histoire familiale, que ce soit positif ou négatif. Et en tout cas, on hérite malgré nous de schémas familiaux qui peuvent conditionner notre capacité à investir et notre vision de l'investissement. Donc, écouter son entourage, oui, c'est extrêmement important pour les questions qui vont toucher au perso, qui vont toucher à la santé, parce que nos proches ont souvent beaucoup plus de recul que nous-mêmes sur notre propre situation. Donc oui, ça peut être extrêmement pertinent, mais écouter nos proches sur les décisions d'investissement, je pense que c'est rarement une bonne idée. Et donc, ils seront rarement de bons juges ou ils seront rarement de bons conseils sur nos investissements immobiliers en général. Dans un investissement immobilier, l'entourage ne se limite pas à nos proches. L'entourage est également professionnel et il joue un rôle absolument énorme dans la réussite de nos investissements immobiliers. Il s'agit de nos partenaires professionnels. On a trop souvent tendance à les négliger ou, je trouve, à les dépersonnaliser. Souvent, quand on parle de la banque, on a tendance à en parler comme d'une institution très loin de nous, très inhumaine, très impalpable. Mais en fait, derrière la banque, ce sont des vrais humains qui pilotent nos comptes, ce sont des vrais humains qui vont étudier nos dossiers bancaires et ce sont des vrais humains qui vont nous accorder des prêts. Donc, je pense qu'il serait temps de les considérer comme des vrais humains à part entière. Pour continuer sur le sujet de la banque, j'aimerais vous raconter une anecdote parce que c'est un sujet qui remonte à 1 an pour moi, mais j'ai «dénoué l'affaire» entre guillemets la semaine dernière seulement. Donc j'étais sur un chantier à Orléans et il s'avère que, mon père et ma sœur, en tout cas la majorité de ma famille très proche, habitent en région centre et plus particulièrement entre Orléans et le sud du département. La domiciliation de mes entreprises et mon agence bancaire est en région centre et ça fait environ 1 an que la conseillère que j'adore, qui connaît mes comptes par cœur, qui connaît parfaitement mon fonctionnement, ma capacité à gérer mes entreprises, ma capacité à investir et à gérer mes investissements immobiliers est partie de l'agence. Elle a intégré une autre agence toujours dans le même groupe. À son départ, je lui ai demandé, mais écoutez, est-ce que je peux vous suivre? Parce qu'en fait, moi, ma présence au sein de votre banque, elle est vraiment liée à vous en tant que personne et en tant que conseillère, parce que je trouve que vous faites un boulot absolument formidable et parce que on a vraiment loué un partenariat long terme depuis que j'ai ouvert mes sociétés, en fait. Et elle m'a dit: Chloé, non, surtout ne me suivez pas, c'est extrêmement mal vu par le siège parce que ça s'appelle du dépouillement de portefeuille. Donc attendez un petit peu et vous laissez passer quelques mois, voire 1 an, vous me rappelez à ce moment-là et j'essaie de vous récupérer dans mon portefeuille». Bon, il s'avère que la semaine dernière, ça faisait quelques mois ou 1 an. Donc j'ai profité d'être présente sur un chantier à proximité d'Orléans pour passer un coup de fil un tout petit peu en amont à, cette conseillère et je lui ai dit: «Bah, écoutez, moi ça fait, presque 1 an que vous êtes partis. C'est une catastrophe absolue ce qui se passe dans l'agence depuis votre départ. J'ai présenté un projet immobilier, il a été complètement planté par votre remplaçant qui, n'a pas fait l'effort de comprendre, qui n'a pas monté le dossier de manière professionnelle tel que je lui avais présenté, qui n'a pas votre connaissance de mon historique bancaire, donc qui ne sait pas comment je gère mes comptes. Donc, en fait, j'ai pas été suivie sur mon dernier projet immobilier. Alors que franchement, si je vous dis le prix d'achat, vous allez rigoler tellement c'est faible. On était sur un immeuble à 85 000 €, frais d'agence inclus pour les murs. Bon, bah, écoutez, là, ça fait 1 an, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que, c'est toujours valide? Et est-ce que je peux venir vous voir et aujourd'hui vous pouvez me récupérer? Et bah, elle a dit oui, mais elle a récupéré mes comptes. Là, ça fait moins d'une semaine, elle a récupéré mes comptes. Elle a récupéré les comptes de mon compagnon, elle a récupéré les comptes de ma sœur et elle va probablement récupérer les comptes de mon père. Tout ça, ça me fait tirer 2 leçons. La première, c'est que l'immobilier, c'est en grande partie une question de personne. Parce que je sais que sans cette nana, mes investissements, ils vont être plus compliqués étant donné ma situation. Je suis entrepreneur, je suis multi-investisseuse. Tout ça, c'est un peu des «red flags» entre guillemets pour la banque. Ça a de l'extrêmement positif, mais ce sont aussi des red flags puisque la banque est un gestionnaire de risque. Donc forcément, aller prêter à quelqu'un qui est entrepreneur, donc qui a sa propre entreprise, qui se verse son propre salaire et qui a déjà un certain nombre de crédits et de risques sur le dos, forcément, ça n'invite pas à la confiance. Et la deuxième leçon que je tire de tout ça, c'est que, en tout cas, ce que j'aime à croire, c'est que on arrive à 4 personnes, plus toutes mes boîtes, mais en fait, on a une force de frappe qui est beaucoup plus importante dans la banque. Ça veut dire que s'ils se fâchent avec l'un d'entre nous, ils se fâchent avec tous, en fait. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de vous dire non, ou de vous dire on vous suit pas, ou de vous dire bah vous revenez dans 1 an, etc., etc. Quand il y a 4 personnes qui sont susceptibles de partir et de quitter la banque. N'oubliez pas, la banque, c'est pas que, de la délivrance de crédit.
D'accord? S'ils vous délivrent un crédit aujourd'hui, c'est parce que le crédit est un produit d'appel. C'est parce qu'ils veulent récupérer vos comptes, c'est parce qu'ils veulent récupérer votre épargne et c'est parce qu'ils veulent faire de vous un client régulier à qui ils peuvent vendre des produits commerciaux. Donc la banque est un gestionnaire de risque, mais c'est avant tout une entreprise commerciale. Donc elle n'a aucun intérêt à vous perdre, quand bien même elle vous aurait octroyé un crédit quelque temps auparavant. Je vous disais donc, ça c'était pour la relation avec la banque. La relation avec la banque, c'est vraiment la relation la plus essentielle parmi tout votre entourage professionnel pour vos investissements immobiliers. S'il y a bien une relation à soigner parmi tout votre entourage professionnel, c'est vraiment la relation avec la banque. En fait, sans banque, la plupart du temps, il n'y a pas d'investissement. Vous pouvez acheter cash, mais ça reste quand même exceptionnel. Et franchement, c'est un peu dommage d'acheter cash sur de locatif. Mais regardez, si on liste les autres professionnels, le notaire, bon, bah, c'est pas le notaire qui vous prête de l'argent. C'est pas le comptable qui vous prête de l'argent. C'est pas votre agent immobilier qui vous prête de l'argent. C'est pas, votre artisan qui vous finance votre projet immobilier, c'est la banque. Donc s'il y a bien un prestataire avec lequel soigner et entretenir sa relation, ben, c'est la banque. Donc soignez, chérissez, entretenez cette relation, cultivez-la, prenez des nouvelles de temps en temps, essayez de développer une relation un tout petit peu plus personnelle. Je suis pas en train de vous dire devenez copine ou devenez, le meilleur pote de votre banquier, mais envoyez un petit message de temps en temps. Alors tiens, intelligence relationnelle, quelque chose que, moi, il m'arrive de faire, d'envoyer un petit message quand c'est la fête de quelqu'un. Vous regardez un calendrier, il y a deux trois dates clés quand même à noter dans votre année. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour souhaiter la fête ou si vous connaissez l'anniversaire, pensez à demander aux gens leur date d'anniversaire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour conclure un petit peu le chapitre de la relation avec votre banquier. Maintenant, pour les autres professionnels qui vont vous entourer dans le cadre de vos investissements immobiliers, un bon notaire. Ça va peut-être vous faire rire, mais j'avais déjà eu cette discussion avec un ami agent immobilier. Il me disait: «Ah bah, moi Chloé, c'est simple, il y a 2 personnes qui connaissent toute ma vie, ma femme et mon notaire». Voilà. Un notaire vous accompagne à chaque étape de votre vie et un notaire, c'est aussi une relation qui s'entretient. Parce que c'est lui qui va, pouvoir vous conseiller ou vous donner de la hauteur ou une vue d'ensemble sur l'intégralité de votre patrimoine. C'est lui qui va vous aider à construire votre stratégie patrimoniale et pour moi, un notaire d'ailleurs se consulte avant la réflexion et avant les recherches sur le premier investissement. Donc c'est pareil, quand vous êtes, sur une transaction immobilière, souvent l'agent immobilier ça arrive que l'agent immobilier vous demande, «Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre le notaire du vendeur pour accélérer un petit peu la transaction?» Non, ça fera perdre de temps à personne, ça ne vous coûtera pas plus cher en frais de notaire. Prenez votre propre notaire, parce qu'il est là pour défendre vos intérêts. Avoir un bon comptable aussi qui comprend vos projets, qui est capable d'optimiser vos projets, qui est capable de vous proposer dès le départ le bon montage pour vous permettre peut-être d'enchaîner les biens si c'est votre objectif ou qui va limiter l'impact fiscal pour vous sur votre investissement. Ensuite, quand vous allez avancer dans votre carrière d'investisseur, vous aurez eu l'occasion de nouer probablement des liens professionnels avec quelques bons agents immobiliers dans votre secteur. Repérez-les quand vous en trouvez un, au fil de vos visites, parce que vous allez, forcément appeler pour aller visiter des appartements, des immeubles, donc vous allez vous construire votre petit carnet d'adresses d'agents immobiliers. Conservez-les précieusement, parce que entretenir également cette relation avec vos agents immobiliers, ça va vous permettre d'accéder souvent à des deals en avant-première. Quand l'agent immobilier a compris que vous êtes sérieux, que vous êtes motivé, que vous connaissez bien vos critères de recherche et que vous n'êtes pas quelqu'un qui va lui faire perdre du temps, bah, vous devenez son client préféré, en fait et automatiquement, il vous ajoute à son carnet d'adresses de personnes sérieuses à contacter en priorité quand il a un mandat qui rentre et ça lui fait même gagner du temps. Parce que s'il vous présente ce deal, si vous lui dites: «Bah, effectivement, ça m'intéresse, bloquez-le moi pendant une journée, une demi-journée, je viens visiter» et que vous vous positionnez sur ce bien, en fait, vous lui avez évité des frais de publication, du temps pour faire, toute la promotion de ce nouveau mandat qui est rentré et vous lui avez aussi fait gagner de l'énergie. Parce que faire visiter des biens immobiliers, c'est extrêmement énergivore, c'est très chronophage. Donc si vous lui enlevez toutes ces contraintes-là, c'est une économie globale sur son travail qu'il est capable de faire et ça fait de vous un acheteur extrêmement qualifié et extrêmement sérieux, je le répète. Et enfin, dans l'entourage professionnel, j'ai envie de rajouter, pour moi une composante essentielle, ce sont les artisans. Quand vous avancez au fur et à mesure de vos projets, que vous avez des travaux à réaliser puisque bon, sauf si vous partez sur une stratégie extrêmement patrimoniale, dans ce cas, vous allez plutôt avoir tendance à acheter dans des villes où le prix de l'immobilier
est assez élevé au mètre carré. Vous allez peut-être vous dire: «Bah, en fait, je m'en fous, j'ai pas besoin de faire de travaux pour défiscaliser ou pour optimiser, la fiscalité de mon investissement. Donc je vais aller acheter quelque chose où il y a moins de travaux à faire, qui est beaucoup plus clé en main». Bon, hormis sur cette stratégie-là, si vous allez, sur une stratégie, de rendement, où vous allez aller chercher du rendement, du cash flow, bon, bah, la plupart du temps, vous aurez des travaux à réaliser. Pas systématique, mais la plupart du temps, en tout cas. On sait que conduire un chantier, gérer un chantier, chiffrer un chantier, réceptionner, c'est beaucoup d'emmerdes. C'est du risque à gérer. Au bout d'un moment, on s'arrache les cheveux, en fait, sur certains chantiers. Bon, ben, quand vous avez une expérience qui est positive avec un artisan, gardez cet artisan ou gardez cette équipe d'artisans parce que c'est tellement précieux d'avoir des artisans en lesquels vous pouvez avoir confiance que ça vaut même pas le coup de payer moins cher. Quand vous avez trouvé cette équipe d'artisans en laquelle vous pouvez avoir confiance, eh ben, n'hésitez pas à les payer un peu plus cher. N'hésitez pas à ne pas pinailler quand il y a une ligne du devis qui est un petit peu plus élevée que ce que vous avez l'habitude de payer. Allez pas créer de la friction sur des détails alors que c'est une équipe de gars qui va peut-être vous faire gagner des mois et des mois, qui va sur la durée vous faire gagner aussi des milliers d'euros parce qu'ils font le boulot tout de suite correctement, sans malfaçon, dans le délai. Ils vont vous choisir des matériaux qui vont être quali, ils vont pas faire les choses à l'économie, donc vous n'aurez pas besoin de repasser derrière eux. Et surtout, moi, ce que j'ai fait récemment, bah, le fameux chantier sur lequel j'étais la semaine dernière, en fait, c'est mon équipe d'artisans qui vient de région parisienne et que j'ai fait déplacer en région centre à proximité d'Orléans. En fait, les gars sont tellement bons que je m'en fous de leur payer au total sur un chantier à 90 ou 100 000 euros. J'en ai rien à faire de leur payer 2 500 € de frais de déplacement. Voilà, c'est le prix à payer pour la confiance et pour la tranquillité et en fait, ça n'a pas de prix. Donc le message que je veux vous faire passer à travers, cet épisode, à travers cette vidéo, c'est que le bon partenaire, qu'il soit de votre entourage, personnel ou dans votre entourage professionnel, c'est lui qui va vous faire accélérer dans votre carrière d'investisseur et qui va vous faire accélérer sur le projet même que vous êtes en train de mener à un instant T. Par contre, le mauvais partenaire, ça peut complètement flinguer votre projet ou ça peut bloquer l'avancement de votre projet. Donc il est essentiel, de savoir s'entourer correctement, que ce soit, dans l'entourage personnel, donc parfois en faisant un petit peu le tri des personnes qui vous entourent, dans vos proches. Il y a peut-être certaines personnes à qui il vaut mieux pas parler d'investissement immobilier ou alors leur raconter quand c'est déjà fait. Les parents, hein, on en parlait tout à l'heure, pour éviter que leur peur ne se projette sur vous et puisse vous paralyser dans votre processus d'investissement. Et sur le plan professionnel, c'est un peu long de construire son entourage professionnel performant, mais pour moi, c'est vraiment une des choses sur lesquelles il faut travailler le plus régulièrement possible, sur lequel il faut mettre vraiment de l'énergie. Parce que avoir un bon banquier, un bon notaire, un bon comptable, de bons artisans, ça change la vie de vos projets et ça peut complètement vous les sauver parfois. Donc le mot final, c'est que même si vous investissez seul, l'immobilier et l'investissement immobilier, ce n'est finalement jamais, un sport individuel. C'est toujours un travail d'équipe et un sport collectif. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite note ou à m'écrire un commentaire pour me dire peut-être, quel est l'entourage que vous favorisez, à quel stade vous en êtes, vous, dans la constitution de votre entourage professionnel sur l'investissement. On se retrouve pour un prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de très bons investissements immobiliers. À bientôt.